La grande table critique, c'est chaque vendredi un temps donné au débat en compagnie de critiques de la presse et d'ailleurs, on se dispute autour de l'actualité culturelle. La grande table critique. Lucille Como. Aujourd'hui, sous les feux de la critique, un aventurier d'aujourd'hui, une jeune fille qui manque de présence, des animaux dans la nuit et des vierges épuisées. Après le journal à 12h55, 2 expos à notre programme, celle consacrée par le musée Jacques Marandré à Botticelli et Apichatpong Veracetakul à l'Institut d'art contemporain de Villeurbanne. Mais tout de suite, nous parlons de bande dessinée. Je suis en compagnie de Sarah Hellermeyer, critique et commissaire d'exposition, et de Victor Massé de l'Épinay, journaliste et critique. À notre programme, dans quelques instants, Corto Maltese version Bastien Vives et Martin Kénéen. Mais tout de suite, sautons dans le grand vide de Léa Muraviec. C'est un premier album publié par les éditions 2024. Léa Muraviec a 27 ans. On imagine que son héroïne, Manel Naher, a à peu près le même âge. Elle vit dans une grande ville plantée de buildings bleus et rouges dont les nombreuses enseignes inscrivent des patronymes. Partout dans l'espace public, le nom des gens. Et pour cause, Manel vit dans un monde où pour survivre, il faut de la présence, c'est-à-dire suffisamment d'intention d'autrui pour ne pas s'évanouir dans le néant. Un jour, à la bibliothèque qu'elle fréquente assidûment, Manel découvre qu'une chanteuse célèbre porte exactement le même nom qu'elle et que par conséquent, elle est menacée. Sarah Hellermeyer, qu'est-ce que ça vous raconte, cette histoire de présence ? En fait, ce que propose Léa Muraviec, c'est transposer ce qu'on appelle aujourd'hui l'économie de l'attention, une économie dans laquelle en fait le fait d'attirer, de capter le maximum d'attention, de se rendre le plus visible possible et d'être validé surtout par autrui, en particulier sur les réseaux sociaux, peut-être l'objet peut-être capitalisé, c'est-à-dire peut-être une source de bénéfices sur le plan monétaire, sur le plan professionnel et sur le plan aussi symbolique, c'est-à-dire en termes de notoriété. Et donc, ce qu'elle fait, en fait, c'est d'extrapoler cette réalité-là dans un monde de science-fiction dystopique, dans lequel, donc, pour avoir de la présence et pour pas sombrer dans l'oubli, il faut donc capter le maximum d'attention. Autrement, et si on en a beaucoup, on peut, au contraire, accéder à l'éternité. Donc, en tout cas, déjà, ce qui frappe en premier lieu quand on regarde cette BD, que je trouve vraiment très audacieuse et très réussie, c'est la très grande qualité, la très grande liberté du dessin de Léa Muraviec, puisque ce qu'on voit, c'est qu'elle peut passer au sein d'une même planche, d'un dessin plutôt réaliste à un dessin au contraire très synthétique, quasiment caricatural, voire cartoonesque, du fait de l'élasticité des corps qui peuvent se déformer à volonté. Et puis il y a aussi une très grande liberté quand même sur le plan du découpage, parce qu'on passe de planches qui présentent de multiples cases au contraire des dessins en pleine page ou sur des doubles pages qui vont fourmiller de détails et qui vont par exemple décrire justement la ville où se situe ce récit et qui est une sorte de forêt de gratte-ciel. Autre chose aussi quand même qui surprend quand on commence à lire cette BD, c'est son rythme survolté, qui passe notamment par des scénettes qui s'enchaînent à toute vitesse, et aussi par en fait l'hyperdynamisme des poses des personnages, par leurs mouvements aussi qui peuvent être très amples, en particulier ceux du personnage principal Manel Naher. Et donc voilà, ce qui est remarquable, c'est que cette inventivité, cette liberté graphique, justement, elle ne tourne pas à vide. Elle est au service de cette transposition donc, de ce qu'on appelle l'économie de l'attention dans un univers de science-fiction dystopique dont elle tire toutes les possibilités à la fois d'un point de vue scénaristique, dramaturgique et aussi graphique. Donc peut-être qu'on y reviendra plus tard. Oui, parlons du dessin, parce que c'est vrai que c'est ce qui frappe dans un premier temps Victor Massé de l'Épinay. Oui, c'est ce qui frappe en effet en premier lieu, cette bande dessinée de Léa Muraviec. C'est vraiment la découverte d'une jeune autrice, vous l'avez dit, mais c'est vraiment une preuve, peut-être une fois de plus, que décidément il y a du talent en France pour la bande dessinée, il y a des choses à faire, il y a des choses à inventer formellement. Sarah a évoqué en effet ce dessin hyper énergique, hyper fluide, qui varie, qui ne s'embarrasse pas d'une certaine façon de se ressembler à lui-même. D'une page à l'autre, on passe d'un style à l'autre, et on passe aussi en effet d'un découpage à l'autre. Il y a des pleines pages, il y a des pages très rythmées, il y a des pages avec beaucoup de blanc, avec beaucoup de noir. Ce qui est assez impressionnant, c'est la grande maîtrise en effet graphique, le jeu avec tous les
les codes, les petites gouttes de sueur, les étincelles ou les éclats, les onomatopées qui sont vraiment assumées, mises en avant. Et qui viennent plutôt du manga, là. Alors, qui viennent du manga, qui viennent du comics, pour certaines, qui viennent d'un peu partout. Je ne sais pas exactement ce que Léa Muraviec revendique comme héritage, mais en effet, on voit qu'en tout cas, elle est nourrie, elle sait ce qu'elle fait en faisant de la bande dessinée. Et en tout cas, ce qui est sûr, il y a aussi une grande maîtrise des hachures, des noirs, qui d'ailleurs sont des noirs, on le voit souvent, faits à la main, au pinceau, à l'aquarelle. On voit que c'est une bande dessinée qui est faite à la plume, à la main, et c'est assez touchant, et ça donne une profondeur, un grain, quelque chose d'assez émouvant. Donc une grande lisibilité, une grande inventivité. C'est vrai que graphiquement, on ne s'ennuie pas du tout. Pour moi, l'autre grande force de ce récit, c'est là pour le coup une force de narration, c'est-à-dire qu'une des grandes difficultés du genre dystopique ou de science-fiction, c'est de planter le décor, de donner les règles du jeu. Quelquefois, ça donne lieu, dans certaines bandes dessinées, à des pavés de texte où il faut expliquer des dialogues un peu empesés, où on dit « Ah oui, tu sais que la dernière fois… » Là, c'est toujours à hauteur de personnage, et cette héroïne pleine d'énergie, pleine de fougue, on arrive très vite à comprendre le monde dans lequel elle vit et quelles sont les règles qui régissent ce monde, et toujours avec l'émotion toujours avec l'émotion en premier lieu, et ça c'est vraiment une des grandes réussites de ce livre. Je reviens sur l'intrigue et sur ce que vous disiez. Sarah, vous parliez de la question de l'attention, ce qui est en effet au cœur du récit, et des règles dont parlait Victor, les règles de ce monde dystopique. Et en l'occurrence, elle évite vraiment une sorte d'écueil qui serait un cliché de la dystopie d'aujourd'hui, qui serait de tomber justement sur la critique des réseaux sociaux assez banale. En fait, il n'est pas du tout question de réseaux sociaux. Le virtuel existe très peu. Et d'ailleurs, ce que je trouve assez intéressant, c'est que pour récupérer de la présence, il faut être véritablement en présence, et notamment faire des dîners, aller dans des fêtes, le plus de fêtes possible, parler au plus de nombre de gens possible, et non pas cumuler, par exemple, des likes sur Instagram. C'est pas ça la question. Et de ce point de vue, à mon avis, elle évite une sorte de gros piège scénaristique. Sarah Ilarmena. Oui, parce que en fait, cette transposition donc, de l'injonction à se rendre visible dans un récit de science-fiction dystopique, il donne lieu chez elle à des extrapolations tragicomiques qui s'éloignent effectivement de la question directement des réseaux, mais en fait, c'est quand même, ça en fait partie, sans que ce soit au cœur de la BD. Et donc, ces extrapolations tragicomiques, ça a commencé par cette histoire de présence, justement, qui va quand même jusqu'à garantir la santé et l'espérance de vie des individus. Et cette transposition, donc, elle donne lieu à ce type de trouvailles scénaristiques, mais aussi à des trouvailles graphiques. Justement, vous parlez de la prolifération des noms d'anonymes dans la ville, à la place des traditionnels panneaux publicitaires. Donc c'est une prolifération au début qui est très surprenante, mais qui s'explique au fil du récit par le fait que littéralement, il faut que son nom soit le plus visible possible pour qu'un maximum de gens pensent à vous et que vous ayez de la présence et que vous ne sombriez pas dans l'oubli. Cette injonction justement aussi à capter l'attention pour exister. Elle donne lieu aussi à des inventions de scènes complètement burlesques. Vous avez évoqué ça, Lucille. Par exemple, moi, une planche qui m'a beaucoup amusée, c'est les soirées chapeau, panneau et cake, donc où des personnes en mal de présence, dont le personnage principal, ils se retrouvent à faire des chenilles, à chanter leurs noms, qui sont par ailleurs inscrits sur des pancartes accolées à leur tête. Et en même temps, il y a aussi des séquences beaucoup plus tristes avec ce personnage principal de Manalner, qui souffre au début, comme vous le disiez, d'avoir un homonyme qui capte, très célèbre, qui capte donc toute l'attention et qui lui retire à elle toute sa présence. Mais bon, elle finit par obtenir de la visibilité. Alors, je raconte pas la fin, je ne vais pas spoiler, mais c'est ce qui fait qu'on se retrouve quand même avec un récit qui est de l'ordre de la fable. Et comme toute fable, il y a une forme de morale, mais c'est pas à entendre au sens de quelque chose de moralisateur. C'est plutôt une morale au sens, je trouve, d'une étude de mœurs que je trouve très drôle et en même temps cinglante et juste, quoi. Victor. Oui, moi j'ai l'impression que Léa Muraviec ne se préoccupe pas vraiment de mettre les réseaux sociaux au sens où on l'entend aujourd'hui au cœur de son livre, parce qu'elle dépasse cette question-là, mais c'est quand même vraiment ça qui est en jeu. Il faut quand même rappeler que, on peut dire aux auditeurs qui n'ont pas lu que l'héroïne a un métier, et que ce métier c'est d'aller dans une espèce de, ce qu'on pourrait appeler une usine à clics, mais là il ne s'agit plus de cliquer, il s'agit juste de dire ou même de lire le nom des personnes, puisque si on lit le nom d'une personne, ça la fait déjà exister en soi. Donc c'est quand même directement une métaphore un peu plus loin, l'étape d'après, quoi. Le nombre de vues. En effet, on est quand même dans un monde où
tout ce qui compte, c'est la quantité, c'est le quantifiable, c'est ce qui est... Léa, non pas Léa, Naël, l'héroïne, souffre d'un manque de présence, c'est-à-dire d'un manque d'attention. Elle va chez le médecin, une médecin qui se préoccupe de ça et qui lui dit « Mais à votre âge, avoir si peu de présence, c'est étonnant. » Qui avez-vous autour de vous? Et alors l'héroïne dit j'ai 2 amis. Quoi? Seulement 2 amis? Donc l'intensité d'une relation ne compte absolument pas. Ce qui compte, c'est uniquement le nombre des relations, et il faut occuper la pensée des autres, fût-ce avec des chansons débiles, fût-ce avec des chenilles, fût-ce avec des claques qu'on distribue dans la rue pour faire le buzz sur des vidéos qui n'ont absolument pas lieu d'être. Donc moi, ça m'a bien plu. Et bon, cette économie de l'attention, c'est un sujet très actuel aujourd'hui. Il y a beaucoup de thèses qui sont en cours là-dessus. C'est un sujet qui bruisse depuis quelques années déjà. Ce qui est intéressant, c'est que l'attention à l'origine, c'est quand même quelque chose d'assez bon, et qu'on ne se départit pas dans ce livre de cette question qui est qu'en effet, faire attention aux autres, à l'origine, c'est quand même quelque chose d'important. Il y a des pubs quelquefois ici ou là qui sont marquées, et il y en a une qui dit « Vous avez juste oublié mamie, elle est juste un peu morte. » Oui, mais en même temps, il faut dire son nom, il faut penser à elle. Mais ça pourrait vraiment exister dans notre monde. Oui, mais parce que c'est vrai. Franchement, on n'est pas très loin. Mais parce que c'est vrai que dans le bon sens du terme, dans le sens plein, on a besoin de l'attention des autres pour exister, et qu'on sait qu'il y a des gens qui meurent de solitude. On l'a suffisamment dit au moment du Covid. Donc il y a quelque chose d'intéressant là-dessus. En effet, on ne peut pas dévoiler la fin, qui est assez intéressante, qui questionne, on peut dire, ce que c'est que cette présence. Comment être présent au monde? Est-ce qu'il y a une forme alternative de présence au monde et de présence aux autres? Bon, allez voir Le Grand Vide de Léa Muraviec. Le volume a paru aux éditions 2024. France Culture, la grande table critique. Lucille Como. La grande table critique se poursuit avec le Corto Maltese signé Bastien Vives et Martin Kénéen, paru chez Casterman et titré Océan Noir. Corto Maltese, figure emblématique de la bande dessinée, apparaît pour la première fois en 1967 sous la plume de l'italien Ugo Pratt. Au départ, il est un personnage secondaire qui devient vite le héros d'une série parue en France dans le journal Pif Gadget. Corto Maltese est un aventurier séduisant et flegmatique, lecteur invétéré et amateur de grandes légendes, né à Malte à l'orée du XXe siècle. Il voyage un peu partout, affrontant les affres de son temps. Océan Noir plonge Corto Maltese dans un contexte mondialisé, sensible et contemporain, puisqu'il assiste, alors qu'il est en face d'un agent de la CIA, à un coup de fil annonçant qu'un avion a percuté une tour du World Trade Center. Il y est, comme toujours, néanmoins à la recherche d'un archaïque trésor dont la cachette lui est révélée dans un livre appartenant à un vieux japonais nostalgique de l'Empire. Bastien Vives reprend la manière première du noir et blanc. Corto a toujours sa dégaine de tombeur et son anneau à l'oreille, mais il est peut-être un peu plus souple, un peu plus fluide, Victor Massé de l'Épinay. Oui, il est un peu plus fluide, un peu plus souple. Il faut dire d'abord que dans les Corto Maltese de Pratt, il est lui-même un peu plusieurs. Corto, il n'a pas une identité totalement fixe. Quand on prend la balade de la mer Salée, la première aventure dans laquelle il paraît, il est quand même très viril, avec des gros avant-bras de bûcheron. Il est très poilu, puis il se féminise un peu au fur et à mesure des épisodes. Là, Bastien Vives va encore un peu plus loin, il le rajeunit, on peut dire. Voilà, la Corto est assez gracile, assez faible, assez très beau, très séduisant. Ça, il l'était déjà, mais peut-être un autre style de beauté. Je dois dire que j'étais très curieux de découvrir cette histoire. Il y a deux sortes de reprises dans la bande dessinée. Il y a les reprises canoniques, fidèles, orthodoxes, qui
qui tirent un peu parfois sur la corde ou qui tirent un peu à la ligne. Et puis il y a les reprises qui sont, quand un auteur s'empare d'un personnage, ça tient à la fois de l'hommage, de l'exercice de style. C'est ce qu'a fait Blutch avec Tif et Tondu, c'est ce que fait Mathieu Bonhomme avec Lucky Luke. C'est quand même souvent plus intéressant. Et moi j'étais assez curieux de découvrir ce que Vives ferait de Corto Maltese. Je ne crois pas que Vives revendique Hugo Pratt dans ses influences. Il n'est pas vraiment dans la lignée d'Hugo Pratt, mais il y a quand même des choses qu'on peut trouver comme point commun entre les deux. D'abord, vous l'avez dit, cette maîtrise du noir et blanc qui est assez importante, non seulement du trait, mais aussi de la masse de noir. Pratt était évidemment un grand maître du noir et blanc. Vives, avec sa palette graphique, est aussi un grand maître d'aujourd'hui, avec sa façon avec sa grammaire propre, etc. J'étais impatient de voir ce que ça donnerait. Et d'abord, ce qu'on peut dire, c'est que c'est du bon Bastien Vives, cette bande dessinée. Il s'est peut-être plus appliqué que d'habitude. Il a plus abouti ses dessins, il a soigné ses décors, il a soigné les regards, dont parfois il fait l'économie dans d'autres bandes dessinées. Et il a toujours cette façon de composer des images, de les construire, qui est assez virtuose. Là, c'est à la palette graphique, je l'ai dit, mais il y a des scènes et il y a des choses qu'il arrive à faire plastiquement, graphiquement. Je pense en particulier aux scènes de pluie, qui sont des traits blancs sur le dessin noir, qui sont toujours assez étonnantes, assez gracieuses. Il y a aussi plein de choses à dire sur Corto, mais je laisse la parole à Sarah. Il me semble que c'est plus nouveau du point de vue du trait, justement, de l'audace, disons, vraiment graphique, que du scénario. Parce qu'avoir transposé Corto dans le contemporain, ça pourrait paraître une sorte de geste de réactualisation. De fait, ça ressemble à du Corto Maltese, cette histoire. Il est partout, il est au Japon, puis après il est aux États-Unis. Non, il n'est pas aux États-Unis, il est dans un consulat américain en Amérique du Sud, et puis les Incas, et puis les bouquins, et puis l'or, etc. Tout ça, ça reste très, très Corto Maltese. Oui, alors, Sarah. Oui, bon, déjà, quand même, pour commencer, je suis pas du même avis que Victor. Je crois personnellement, je trouve que c'est pas une BD déplaisante à lire, mais je la trouve assez ennuyeuse en vérité, et dans le sens où je trouve pas qu'elle renouvelle le regard sur Corto Maltese, et je trouve qu'elle perd beaucoup de la qualité des originaux. Alors certes, c'est vrai que le choix de Bastien Vives est plutôt judicieux, puisque dans le paysage de la bande dessinée contemporaine, c'est peut-être un de ceux dont le style est le plus proche d'Hugo Pratt, hein, avec son trait lâché, ses grands aplats de couleur noire. Néanmoins, je trouve que l'aspect plus détaillé et plus rond du dessin de Vives, en tout cas moi, me font regretter l'aspect plus tranchant et épuré du style d'Hugo Pratt, et je trouve donne même un aspect plus classique, voire mainstream à cette BD, peut-être aussi parce qu'il y a quelque chose de plus froid et de plus lissé chez Bastien Vives, du fait notamment qu'il dessine et qu'il fait sa mise en couleur essentiellement sur ordinateur, ce qui rend à mon sens ces planches beaucoup moins vibrantes et vivantes en fait que celles d'Hugo Pratt, hein. Alors sur le plan scénaristique, comme vous le dites Lucille, il y a beaucoup d'ingrédients des aventures de Corto Maltese, avec des références à des légendes oubliées, à des sociétés secrètes, hein. En l'occurrence Océan Noir, qui donne le titre à cet ouvrage, qui est donc une société secrète qui a bel et bien existé au Japon, ce qui donne lieu, comme chez Hugo Pratt, à l'éclairage d'une sorte de zone d'ombre, comme ça, de l'histoire, et à l'enchâssement de la petite histoire dans la grande histoire. Mais là aussi, pour moi, il y a quelque chose en fait de plus classique dans cette BD, c'est que l'ensemble de ces ingrédients, en fait, ils donnent lieu à des enchaînements de péripéties qui laissent très peu de place à des moments plus oniriques ou à des moments de suspension mélancolique, qui sont en fait très nombreux chez Hugo Pratt, hein. Ce qui fait qu'à mon sens, ce qui domine ici dans cette BD, c'est plus l'action en fait que la contemplation, et que ça fait peut-être plus penser par endroits, finalement, je trouve, à Indiana Jones qu'à l'univers de Corto Maltese. Oui, moi je ne connais pas du tout Hugo Pratt, et je suis allée me plonger dans Mu, qui est la dernière aventure dessinée par Hugo Pratt, qui est d'une complexité absolue. Vraiment, je n'ai rien compris, parce que c'est complètement fou. Là, c'est vrai que c'est pas du tout fou, Victor. Oui, non, mais je partage absolument ce que vient de dire Sarah. Moi, je trouve qu'on ne peut pas reprocher à Bastien Vives de dessiner comme lui. Ça aurait été absolument absurde qu'il essaye de singer Pratt. Ou d'imiter Pratt. Donc je disais que du point de vue du dessin, c'est du bon Bastien Vives. Si on aime Bastien Vives, on se régale. Pour ce qui est de la reprise, et on est bien obligé de faire une comparaison, on peut nous dire ça n'a pas de sens. Ben oui, il y a marqué Hugo Pratt sur la couverture, donc il faut bien comparer. Qu'est-ce que Martin Kénéen et Bastien Vives ont gardé de Corto? Qu'est-ce qu'ils ont changé? Ils ont gardé un certain nombre de choses. Il y a des choses qui sont assez réussies. Je pense à cette scène de théâtre japonais, qui sont très fidèle à ce que Pratt faisait, ce théâtre japonais, avec l'acteur et Corto, avec un dialogue. On ne sait pas s'ils se parlent vraiment, s'ils se parlent en pensée, s'ils se parlent en rêve. Là, on est tout à fait dans quelque chose de très, très Corto. Mais sinon, sur la prédominance de l'action
qui donne un rythme trépidant. Et en effet, moi j'ai pensé aussi à Indiana Jones. Je me suis dit, bon, Corto, c'est un aventurier. Est-ce que ça suffit de dire ça? Ben non, ce n'est pas qu'un aventurier. Donc c'est pas Indiana Jones, c'est pas James Bond auquel on peut presque parfois penser aussi parce que ça défouraille quand même beaucoup, c'est des scènes de pistolets, y compris les mains attachées dans le dos, on arrive à attraper un pistolet, à désarmer un type, tout ça. On peut même penser quelquefois à Largo Winch, ce qui est un peu décevant quelque part. Alors dans les entorses qu'ils ont fait avec Hugo Pratt, il y a par exemple une question qui est pas complètement anodine, qui est la question de la nudité. Pratt ne déshabille jamais ses personnages, en particulier les personnages féminins. Dans les années 70-80, c'était un poncif absolument obligatoire de mettre à un moment l'héroïne à poil. Et donc Pratt, on ne peut pas imaginer que c'était innocent de ne pas le faire. Dieu sait qu'il sait bien dessiner les femmes, que les femmes sont belles, mais il ne les exposait pas d'une certaine façon au regard. Pas les hommes non plus, en l'occurrence, parce que je ne crois pas que Corto Maltese soit jamais... Non, il ne déshabillait pas non plus les hommes. Alors là, voilà, ouais. Vives et Kennen ont pris le parti de déshabiller une femme, qui est une femme tout à fait, une femme de Bastien Vives, et pas du tout une femme d'Hugo Pratt, c'est-à-dire, grosso modo, une adolescente avec une poitrine énorme. Mais ça, bon, voilà, encore une fois, si on aime Vives, on retrouve... Ils ont bien le droit de faire ça, hein. C'est pas interdit. Et en effet, ils déshabillent la femme et ils déshabillent aussi Corto. Moi, je me demande si ça n'aurait pas été plus intéressant, finalement, si ça valait pas le coup de garder ce genre de petites choses. Après, il y a des choses qui m'ont convaincu, d'autres qui m'ont pas convaincu. La grande question, c'est est-ce qu'on peut être un aventurier en 2001, comme on peut l'être dans le premier quart du XXe siècle. Corto, il est vraiment... empli de son époque, il est vraiment... Quand je préparais ça, je me disais, Corto, qu'est-ce que c'est sa gueule? Il a une gueule d'atmosphère, et son atmosphère, c'est le monde d'autour de la Première Guerre mondiale, avec une conception de l'aventure qui est peut-être datée, qu'il était déjà quand, probablement, quand Hugo Pratt écrivait, c'est très loin de nous. Vieux. Et Corto, ça nous emmène toujours très loin. En effet, on ne comprend pas toujours tout, et c'est ça qui fait le charme. Là, on est dans un monde qu'on connaît très bien, dans un monde où il croise Colin Powell. Ceci dit, par exemple, cette rencontre avec Colin Powell, elle est assez intéressante parce qu'on a l'impression que c'est complètement saugrenu. Il lui parle il lui parle en hébreu, donc déjà évidemment c'est écrit en hébreu, et donc on ne comprend pas si on ne parle pas l'hébreu, tout à fait. Et il lui parle apparemment d'une sorte de communauté à laquelle aurait appartenu, enfin pas aurait appartenu, mais qu'aurait fréquenté Colin Powell dans sa jeunesse. C'est totalement gratuit, et c'est là qu'on retrouve peut-être quelque chose de la première manière. Non, Sarah, elle n'est pas du tout d'accord. Ah bah si, je suis complètement d'accord, c'est complètement gratuit. En fait, moi, ce qui fait que cette BD ne m'intéresse pas beaucoup, c'est que je la trouve en fait très superficielle, dans la mesure où en fait l'ensemble des éléments historiques et politiques qui sont convoqués, en fait, ne sont pas du tout traités. Ils viennent seulement comme ça ponctuer le récit, mais sans s'y intégrer et sans devenir une véritable matière dramaturgique. À commencer quand même par les attentats du 11 septembre, qui interviennent au milieu du récit, mais aussi le pillage de connaissances médicinales en Amérique latine par des labos pharmaceutiques, les éco-warriors sur les mers qui luttent contre la surpêche. Donc ça donne l'impression en fait que Vives et Kennen ont cherché à cocher le maximum de cases d'enjeux contemporains sans rien y comprendre ou sans avoir de regard sur le sujet. Et c'est ce qui donne ce côté un peu superficiel à cette BD, là où les récits d'Hugo Pratt sont au contraire très denses avec différentes strates de lecture, différentes strates d'histoire. Ici en fait on a affaire à une fausse densité, c'est une saturation d'informations mais dont on reste à la surface. Et je crois aussi que la superficialité de ce récit, elle tient aux personnages qui entourent Corto Maltese, qui sont pas du tout étoffés. Alors dans une interview, Vives et Kennen disent que l'univers de Corto Maltese permet de jouer avec un certain nombre d'archétypes. Ici, je crois qu'on a moins affaire à des archétypes qu'à des stéréotypes du type la femme yakuza, dragon, le narcotrafiquant, lover. Les féministes psychédéliques. Les féministes psychédéliques, non, mais ça c'est terrible. Oui, là c'est carrément une manière de tourner en dérision les féministes qui est quand même assez gênante. Puis il y a aussi donc les agents de la CIA qui eux sont impassibles. Donc en fait, jamais ces stéréotypes sont décalés ou déplacés, contrairement à ce que fait Hugo Pratt dans ses récits. Et dernière chose, je dirais même que en fait, au-delà de l'aspect superficiel de cette BD, je la trouve peut-être même paresseuse, parce que dans le sens où le fait de situer le récit au moment des attentats du 11 septembre, c'est une manière, comme le disent Kennen et Vives dans une interview, de pouvoir situer Corto Maltese au début des années 2000 et donc de le présenter comme un personnage qui n'est pas connecté, qui n'est pas dans le monde hyper connecté dans lequel on vit aujourd'hui. Parce que ça aurait été plus difficile de faire un récit d'aventure avec cette matière-là. Donc, c'est une facilité narrative qui est en fait assez gênante. Il aurait suffi de dire ça se passe au début des années 2000, sans convoquer le 11 septembre, si c'est pour rien en faire.
Victor Massé-Lépine. Moi, une dernière chose sur... tout à l'heure, vous disiez, Lucille, que Cortot se balade d'un bout à l'autre du monde dans ses aventures, mais c'est pas un poncif de dire ça, c'est quand même d'abord un aventurier intérieur, et lire un Corto Maltese, c'est rentrer vraiment dans un espace à la fois graphique dans les cases de Pratt, et un espace mental. Hugo Pratt, c'était une sorte de monstre. D'ailleurs, il y a une très bonne biographie de Thierry Thomas qui est sortie l'année dernière chez Grasset, Hugo Pratt trait pour trait, qui montre, enfin moi je l'ai lu pour préparer cette émission, parce que je ne l'avais pas encore lu. C'est vraiment un personnage, un continent, Hugo Pratt, c'est extraordinaire. Mais il y a vraiment cette question de l'espace intérieur et l'espace de la case et l'espace de la page dans Hugo Pratt, et l'espace mental du lecteur. Et là, je pense que c'est ce qui manque le plus dans cette bande dessinée. Il y a ces moments où Cortot est en silence et où il déambule, mais il déambule soit entre des machines à sous, soit entre des hôtels impersonnels, soit entre des halls d'aéroports. Et d'ailleurs, le livre est petit, le format du livre est finalement plus petit qu'un album traditionnel. Et il y a beaucoup trop finalement de gros plans. On n'a pas assez de respiration. Même si on a ces moments silencieux, ils sont chargés et on sent... Moi, j'imagine Cortot être très triste en fait en 2001. Je me dis, pour lui, les machines à sous, et cet océan, ces yachts et tout ça, il y a quelque chose de... Moi, c'est vraiment ça qui m'a peut-être le plus... déçu. En effet, je trouve qu'on peut essayer de mettre Cortot aujourd'hui, mais l'aventure, le monde, cette mondialisation, lui, il est dans le monde d'avant la mondialisation, de la mondialisation qui en a ses prémices. Et c'est vraiment ça qui est intéressant, c'est que quand il est ailleurs, il est vraiment ailleurs, il nous emmène vraiment ailleurs, on n'y comprend rien. Et là, il est dans un monde qu'on connaît trop et qui n'est pas très gai. Il aurait peut-être fallu penser en effet la question de l'aventure. Qu'est-ce qu'on en fait? Corto Maltese, Océan Noir, signé Bastien Vives et Martin Kénéen, apparu chez Casterman. Merci beaucoup à vous, Victor Massé-Lépine, Sarah Hiller-Meyer. On vous garde puisqu'après le journal, on parlera d'exposition. Autour de la grande table critique, deuxième partie, Sarah Hiller-Meyer, commissaire d'exposition critique, et Corinne Rondeau, maître de conférence en esthétique à Nîmes, pour parler d'exposition. Dans quelques instants, on parlera d'Apis Chapong Veracetacu, la Villeurbanne, mais tout de suite, au musée Jacques Marandré à Paris, Botticelli, artiste et designer. Dans le fastueux hôtel particulier qui abrite le musée Jacques Marandré dans le 8e arrondissement parisien, il faut d'abord traverser les riches salles de la collection permanente et se rendre à l'étage où 6 salles exposent les toiles et les dessins de Botticelli. Enfin, pas toujours seulement de Botticelli, puisque les cartels le rappellent à de nombreuses reprises. À l'orée du XVIe siècle, les collaborations étaient la norme et la différence entre l'art et l'artisanat inexistante. Alors, Alessandro Filippo dit Botticelli est né vers 1445, apprenti à 13 ans en orfèvrerie. Il ouvre son propre atelier à Florence, qui devient assez vite un des plus réputés de l'ère Médicis, et d'où sortent foule retables, portraits de seigneurs, mais aussi dessins d'illustration. Parmi ce qu'on peut voir au musée Jacques Marandré, des Vierges à l'Enfant, 2 grandes Vénus pudiques, mais aussi, curiosité, quelques illustrations de la Divine Comédie de Dante. Corinne Rondeau, un regard sur cette exposition Botticelli. Écoutez, de très belles pièces venant de différents musées de l'étranger, donc il ne faut pas bouder son plaisir, surtout quand on aime Botticelli, et qu'on évite de regarder le sous-titre de l'exposition, artiste et designer. On va y revenir. N'est-ce pas ? Et je dois dire que la première salle est une pure merveille de Vierge à l'Enfant, qui montre d'ailleurs les rapports avec Andrea del Verrocchio, dont il a été influencé, même s'il a commencé dans l'atelier de Frau Filippo Lippi. Ils s'appellent tous pareil, hein, ça va être compliqué de se point de vue. Non, parce c'est parce qu'il y a le fils aussi, oui, qui va être l'élève de Botticelli, Filippino Lippi. Et je dois dire que les comparaisons, il y a très peu d'heures, mais les comparaisons sont très efficaces en termes de différenciation. Ça se voit dans le détail. Vous rappeliez son apprentissage en orfèvrerie, effectivement, le dentelé de la peinture, notamment
or est absolument extraordinaire. On a une Madone au livre de 1482 avec des bleus, un bleu clair un tissu qui enlace le corps du Christ, un bleu plus présent de la Vierge, mais aussi sur les livres, les reliures, et puis ce ciel dégagé derrière la fenêtre, qui est une pure merveille en termes de coloris, parce que ce qu'on voit bien, au moins dans cette salle, c'est déjà le trait très affirmé de Botticelli, puisqu'il ouvre son atelier en 1470, donc il est déjà le pied à l'étrier. Puis 10 ans après, c'est quand même le grand Botticelli. Et on voit bien des différences. D'ailleurs, il y a une comparaison de 2 vierges à l'enfant. Donc, c'est la composition avec l'enfant sur le bras gauche. Et vous avez le regard des vierges de Botticelli sont absolument somptueux. Parce que si vous faites la différence avec celui qui est à côté de lui, et je crois que c'est un... c'est son maître, en l'occurrence. Je ne sais pas si c'est Philippe. Si, c'est un Lippi. Ouais, je l'ai noté quelque part. Mais ce qu'on voit, c'est le regard de la Vierge. Et alors, autant... Je crois que c'est un Andrea del Verrocchio, non ? Je crois pas, non. Bon, alors c'est un Lippi. Oui, c'est un Lippi, vous avez raison. C'est un Lippi. Et Lippi avait une grosse tête, et effectivement, il peint les personnages avaient des grosses têtes, on va dire. Et surtout, ils ont l'air d'aller à peu près bien, alors que de l'autre côté, mais alors, vous voyez très bien le côté élancé de la figure chez Botticelli, et surtout ce regard sur l'enfant, qui est un regard en prière, vraiment. C'est pas un regard d'une mère à un enfant comme dans l'autre. Il y a une élégance. D'ailleurs, Botticelli est considéré comme le charme, la belle, la molto belle, la chose la plus belle, la grâce, le charme, etc. La plus grande manière, faite avec amour. Tous les commentaires sont exceptionnels, sauf ceux de Vasari, qui est un assassinat littéraire, comme les historiens l'ont remarqué, puisqu'il détestait, puisqu'il le trouvait excentrique, etc. Donc cette première salle est un bonheur absolu. Et puis la deuxième salle démontre, effectivement, puisque c'est la proposition qui est faite par la commissaire qui a écrit un livre en anglais, parce qu'elle travaille à Londres, Anna De Benedetti, sur justement la question de l'atelier et la fabrication d'autres objets que de tableaux, c'est-à-dire ce qu'on assiste dans les musées en général, ce sont des tableaux. Si les sculpteurs, c'est bon. Alors peut-être ça fait plaisir à la commissaire. Vous avez donc des morceaux de cassone, de coffres qui reconstituent des histoires, notamment la Esther. Puis vous avez ensuite des chasubles, puisqu'il aurait fait des dessins pour des décorations de chasubles, mais aussi de tapisserie. Donc tout ça va dans le mot designer. Et puis vous avez une salle absolument merveilleuse avec la figure allégorique de Simonetta, la plus belle de Florence, dont Julien de Médicis vouait un amour platonique pendant très longtemps. Et d'ailleurs, ce portrait a été peint 9 ans après la mort de Simonetta Vespucci, qui a été la plus belle de Florence, et 2 Vénus pudica dans le bout de la salle, où vous oubliez la pudica aussi de Lorenzo di Credi, vous ne voulez plus la voir, tellement le noir, c'est-à-dire ce fond monochrome qu'on voit quasiment pas dans la Renaissance, enfin le début de la Renaissance. Et puis cette finesse vraiment de la transparence, des tissus, et aussi le très très fin de la chevelure, cette allégorie justement qui représenterait peut-être la déesse de Minerve. C'est un très grand format qui est très impressionnant quand on le voit. Enfin, je ne sais pas ce qu'en pensera Sarah. Et puis ensuite de ça, vous avez tout ce qui est les tondo, les tondi, les tableaux ronds qui relèvent de plateaux qu'on offrait à la naissance d'un enfant ou qu'on accrochait dans les chambres à coucher pour se rappeler de l'heureux événement, avec différentes factures, notamment le maître des bâtiments gothiques qui a été dans l'atelier de Botticelli, car Botticelli détestait, comme le disait Léonard de Vinci, peindre les paysages. Parlons, Sarah Hiller-Meyer, de ce que vous avez vu, vous, qui vous a particulièrement marqué, puis on reparlera ensuite de la manière dont c'est accroché et amené, parce que c'est vrai que là, pour le moment, on n'a pas beaucoup parlé de ce titre artiste et designer, mais il va falloir en dire un mot. Oui. Sarah, c'est vrai que, comme le dit... en fait, ce que présente cette exposition, le point de départ, et après on reviendra effectivement sur le titre qui est très problématique et qui masque, à mon avis, un autre titre. Donc, l'idée, c'est de présenter Botticelli effectivement comme un chef d'atelier, comme l'étaient en fait de très nombreux peintres de cette époque. Ça nous est présenté comme une sorte de chose surprenante et originale. Alors bon, en fait, c'était monnaie courante. Après, donc, ça peut être pas mal pour tout le oui, monde, mais c'est pas ça. C'est bien de le rappeler, parce que c'est pas
pas situer, alors que tout l'enjeu de cette exposition, c'est de en fait situer l'œuvre de Botticelli dans ses conditions de production matérielle, économique et sociale. Ce qui fait que aussi ce qu'on voit quasiment dans chacune des salles, enfin dans un grand nombre de salles, c'est des tableaux réalisés de manière collective, c'est-à-dire en partie délégués à ses assistants dans son atelier, et des peintures qu'il a réalisées seul. Ce que je trouve quand même un petit peu ironique de ce point de vue-là, c'est que ce qui retient quand même le plus attention, en tout cas pour moi, c'est les œuvres qu'il a réalisées seul, parce que là, il y a une qualité quand même nettement différente, je trouve. Je ne sais pas si Corinne est d'accord avec moi, mais on retrouve quand c'est lui qui fait tout seul son style linéaire, ce trait très incisif, les figures aussi élancées avec leur grâce un peu rêveuse et mélancolique. De l'autre, on retrouve en fait la reproduction de ce même style, mais avec une facture qui est beaucoup plus sèche et saccadée, des figures aussi qui sont plus anguleuses et puis des expressions peut-être plus figées. Donc ceci dit, quand même, il y a des œuvres de collaboration que je trouve extrêmement belles dans cette exposition. Vous parliez de ces peintures pour coffre. Je n'ai pas le terme italien. Cassonere. Cassone. Et ça, j'ai trouvé par exemple cette peinture très belle. Donc ça montre en fait des figures humaines dans un décor architectural assez minimaliste, et sur des arrière-fonds de paysages qui sont comme tout juste esquissés, ce qui donne lieu à quelque chose d'à la fois très net, très géométrique, et en même temps quelque chose de quasi impressionniste. Et je trouve ce contraste très beau là, et très saisissant. Et puis bon, après pour ce qui est des toiles que réalise seul Botticelli, et c'est vrai que c'est ça le plus saisissant, c'est peut-être aussi les portraits que je trouve assez incroyables, avec donc c'est des figures qui sont isolées sur des fonds assez simples, assez épurés, il arrive à communiquer en fait leur présence simplement par des jeux, par des valeurs plastiques, le modelé, le jeu des clairs-obscurs et des lumières, et aussi par tout le travail sur les expressions et en particulier des regards. Ça, c'est quand même assez incroyable. Et puis il y a toute la partie à la fin qui est consacrée à la fin de sa vie, où on voit des tableaux où tout le côté un peu gracieux, enchanteur des débuts disparaît au profit de coloris par exemple plus sourds, plus contrastés, de figures aussi plus anguleuses, plus dures, un trait plus violent qui correspondrait apparemment à une crise spirituelle de Botticelli suite au passage du prédicateur Savonarola à Florence, où il a été exécuté pour hérésie. C'est une crise aussi politique en fait qui concerne tout Florence à l'époque. Ouais. Donc voilà, il y a de très belles choses à voir, y compris des œuvres collectives, mais je trouve que quand même, ce qui retient le plus l'attention, et comme vous le disiez, Corinne, les Vénus aussi sont incroyables. Ces deux Vénus extraites de la naissance de Vénus, mais qui sont isolées donc sur des fonds noirs. Et c'est vrai que là, on voit toute la finesse de son trait, qui sont comme ciselés, et ça rappelle justement sa formation d'orfèvre. C'est comme si c'était dessiné, et c'est vrai, c'est dessiné un par un, les cheveux, par exemple. Donc ça, c'est quand même des choses, je trouve assez... Ça fait presque penser, il y a quelque chose qu'on voit aussi dans ces toiles-là, qui est assez singulier chez Botticelli, c'est le fait que les contours des formes et des figures sont toujours visibles, comme s'il s'agissait presque d'une certaine manière de bande dessinée avec des formes cernées et qu'on viendrait peindre, colorer ensuite. Alors designer, Corinne Rondeau, quelle idée? En fait, Sarah fait la jonction parce que à Florence, aucun dans les ateliers, tous les artistes délèguent une partie de leur travail. Les pudicats dont vous parlez, ils sont sur des cartons. Donc en fait, il y a des mises en série du carton qui est remis sur une toile et ensuite on va faire des variations. Donc il y a cette manière de produire par rapport à la demande qui est faite aux peintres. Mais à Florence, il y a une qualité particulière. Dès l'ouverture de l'académie, il y a une pensée, je dirais quasiment philosophique du néoplatonisme qui va avec la pensée néoplatonicienne et qui est en fait la ligne et la mère de tous les arts. Vous vous rappelez que par exemple Michel-Ange, il est sculpteur, poète, peintre, dessinateur, graveur, etc. Donc à Florence, dans l'académie, la ligne, puisqu'on rentre dans les arts libéraux, et les arts libéraux doivent avoir la même qualité des arts majeurs comme la grammaire, la rhétorique, etc. Et d'ailleurs, si vous lisez le traité d'Alberti, le disegno, c'est le dessin qui est à la fois le dessin, le drawing, comme on dit en anglais, mais aussi le dessin, le projet. Donc dans le disegno, il y a une version extérieure, on va dire, et puis une version intérieure.
Quand Sarah a dit le dessin est très marqué, effectivement, la ligne, c'est ce qui donne la qualité de la projection intérieure du peintre, l'intériorité littérale, la spiritualité, on va dire. Autrement dit, Panofsky utilise le mot d'idéa pour cette période, et puis il va le développer sur d'autres périodes, peu importe. Mais c'est un mot très, très complexe. Quand vous entendez designer aujourd'hui, vous vous dites, bon, ben voilà, je projette un projet, j'ai des matériaux, on travaille à l'atelier, toi tu fais le graphisme, moi je m'occupe des matériaux, et puis où est le commercial? Bon, non, je veux dire, et d'ailleurs, tout le langage du catalogue est très marqué sur la production, la rentabilité, parfois. Mais c'est une manière aussi, ce que disait Sarah, de faire rentrer la question du contexte et des conditions matérielles de production. Non, Après, il y a peut-être un problème historique. Mais... Je suis tout à fait d'accord. Mais si vous ne dites pas Florence, l'art à Florence, c'est la ligne. Autrement dit, ce qui détermine la qualité même de la peinture, et Vasari dira, et ensuite vous mettrez la couleur à l'intérieur des lignes qui forment les corps. Autrement dit, la couleur... vous allez à Venise à la même époque, ce sont des scuole où tous, c'est l'école de l'orfèvre, l'école du peintre, l'école de la sculpture, alors qu'en fait dans les ateliers vous avez tout. Donc vous n'avez pas chez Titien, allez on va faire un chasuble, non, c'est typique de Florence et c'est typique des conditions politiques et du soutien de la politique des Médicis, qui sont les principaux mécènes. Un dernier mot, Sarah. Oui, vous faites appel. Moi, je trouve qu'il y a totalement un problème. En plus, là, vous faites appel à une définition étymologique du terme dessin, qui n'apparaît, comme vous dites, jamais dans l'exposition. Oui, puis qui n'est pas évidente. Non, qui n'est pas du tout évidente. C'est vrai qu'il y avait il y avait deux orthographes. En fait, c'était dessin avec IN ou EIN, donc la ligne et le projet. Si ce n'est que là, en fait, le terme est complètement déjà designer, c'est pas vraiment la même chose non plus. C'est complètement anachronique. En plus, il réapparaît jamais dans l'exposition. Sauf une fois, on nous dit que Botticelli était un designer parce que donc chez lui, justement, la conception des œuvres primait sur leur exécution qui pouvait en partie être déléguée à ses assistants. Pour moi, c'est une définition qui tient pas du tout la route. À ce compte-là, on peut l'appliquer à beaucoup de professions. Et surtout, je crois que c'est un terme qui masque ce qui aurait dû être le véritable titre de cette exposition. C'est-à-dire non pas Botticelli artiste et designer, mais Botticelli artiste et entrepreneur. Parce que autant si le terme de designer est très peu présent, pas présent dans l'exposition, celui d'entrepreneur et tout le vocabulaire qui va avec, eux, sont très insistants. Alors, par exemple, on voit les termes d'offres et de demande, de marché très compétitif sur lequel il faut se distinguer, ou encore de stratégie commerciale. Alors, autant c'est important de démystifier les artistes et leurs œuvres en les resituant dans leur contexte de production économique, sociaux. C'est ce que veut faire en partie cette exposition, mais autant cette insistance, en fait, à lire son œuvre et à l'indexer sur des stratégies commerciales et économiques, parce que le terme stratégie aussi arrive très souvent. Je vois pas trop à quoi ça sert, à part à glorifier en fait une culture d'entreprise, ou alors peut-être à rassurer les familles qui pourront dire mon enfant veut être artiste, c'est-à-dire un bon entrepreneur. Botticelli, artiste et designer, c'est au musée Jacques Marandré à Paris, c'est jusqu'au 24 janvier prochain. C'est aussi un grand catalogue édité par Culture Espace et Fonds Mercator. France Culture, 12h, 13h30, la grande table critique. Lucille Como. C'est l'heure d'un coup de cœur, le coup de cœur de Corinne Rondeau pour un livre Citizens du photographe genevois Christian Lutz. Oui, alors je suis son travail parce que j'aime beaucoup ce qu'il fait en général, et là encore, de ses éditions Patrick Fray, un livre qui est en grand format. Et là, depuis de nombreuses années, il s'intéresse à toute la dimension du populisme qui envahit l'Europe. Et c'est vrai qu'en consultant cet ouvrage, ça me faisait penser vraiment à une exposition qui avait eu Homme Sweet Home à Arles, où il y avait une évolution sous le thatcherisme, où les néolibéraux avaient inventé le terme de underclass. C'est-à-dire qu'on assiste effectivement à travers différents coins de l'Europe à la pauvreté, mais c'est plus qu'une pauvreté. C'est pas les gens n'ont plus rien, c'est la misère la plus certaine, mais une misère où on a enlevé la dignité aux individus. Et c'est ça qui est très sidérant dans les photographies. C'est pas témoigner qu'il y a de la pauvreté. Il y a une phrase de Freud, je crois qu'elle est de Freud, mais je suis pas sûre. Il est bon de savoir sur quel sol tourmenté se dressent fièrement nos vertus. Et je crois qu'entre ce qu'on dit de toujours ce monde en croissance qui est un monde d'illusions et la réalité de ces photographies qui démontrent des architectures incompréhensibles à certains endroits, un type transformé en roi à côté de compteurs électriques avec la police au fond, espèce d'anachronisme permanent, de champs complètement vidés de rues où il y a des herbes, où il y a... D'ailleurs, la couverture, c'est un homme qui marche sur
un rivage et on a l'impression qu'il y a une vague très lentement qui arrive mais qui l'emportera. Mais grosso modo, c'est une photographie déjà passée. Elle est déjà passée. Le monde est déjà passé sur, je dirais, la dignité humaine, et c'est un monde où les gens ne travaillent pas et où même quand il y a des groupes, les gens sont dans une extrême solitude. Et je trouve que, comme le disait Rilke, la grande solitude, c'est rester seul longtemps et aller au plus profond d'elle. Et en fait, on a l'impression que cette grande solitude est retirée. Et en retirant la dignité, vous pouvez pas donner la grande solitude qui fait être ce que vous pouvez être. Et donc ces images sont saisissantes. C'est le versant du monde vraiment qui a enlevé. C'est la nuit qui est tombée en plein jour, on pourrait dire. Et j'aime beaucoup cette photographie du catalogue. Vous avez un passage clouté où vous n'avez personne dans la rue avec un feu. Le personnage de la signalétique est au rouge, ne marchez plus, on ne traverse pas alors qu'il n'y a pas de voiture. Et l'horizon, c'est un mur en fait qui ressemble à un ciel d'orage. On ne sait pas si c'est la saleté ou si ça a vraiment été peint. C'est un livre, il s'appelle Citizens. Christian Lutz en est le photographe et il a paru aux Presses du Réel. France Culture, la grande table critique. Lucille Como. En 2010, le Festival de Cannes décernait sa Palme d'Or au film Uncle Boonmee, celui qui se souvient de ses vies antérieures, un film thaïlandais d'un jeune réalisateur, Apichatpong Weerasethakul, et fit ainsi entrer dans tous les multiplexes une cinématographie étrange et plastique. Consécration pour un artiste né en 1970, passé par les beaux-arts et l'architecture et qui circule bien à son aise entre les longs métrages et la vidéo d'art. L'Institut d'art contemporain à Villeurbanne lui consacre jusqu'au 28 novembre prochain une exposition intitulée Apichatpong Weerasethakul Periphery of the Night, à la périphérie de la nuit. On l'écoute, il était l'invité de Chloé Cambrelin dans Les Matins cet été sur France Culture. The title of the show, Periphery of the Night. Periphery of the Night, périphérie de la nuit. Là, on est entre le sommeil, l'éveil, entre la vie, la mort, la conscience, l'inconscience. Effectivement, il y a un parallèle avec l'expérience que l'on a lorsque l'on regarde certains films. C'est pour ça que je fais des films d'ailleurs, parce que c'est comme une machine qui travaille le temps. Mais on ne comprend pas comment cette machine fonctionne. Mais en faisant des films, je travaille cette notion du temps pour mettre en avant différentes idées, pour relater des événements dans le temps. Je cite la description car je n'ai pas moi-même vu cette exposition. Un projet immersif où animaux et humains, fantômes et forêts, vivants et morts cohabitent dans des entre-deux-mondes ensommeillés. Ça fait envie. Sarah Hiller-Meyer. Oui, alors peut-être qu'on peut parler, un peu décrire l'exposition, qui est pas... en fait, elle est conçue de la même manière que les longs métrages d'Apichatpong Weerasethakul, qui sont moins en fait des films narratifs que des films d'ambiance qui nous conduisent à éprouver, à traverser certains états. Donc c'est une exposition qui est conçue comme une sorte d'environnement qui est composé d'une succession de salles qui sont plongées dans l'obscurité et où sont projetés des films courts, plutôt lents, qui nous font progressivement entrer dans un état, enfin en tout cas c'était mon cas, dans un état un peu flottant, un peu somnolent, à l'image des personnages entre état de veille et de sommeil que montrent la plupart de ces films. Et donc cet état vaporeux, comme dans ces longs métrages, il est en grande partie induit par les bandes son de ces films, qui ici se contaminent les unes les autres. Elles sont essentiellement composées de bruits d'environnement naturel, comme des stridulations de grillons, des chants d'oiseaux, le bruissement... C'est ce qu'on entendait un peu là. Voilà, le bruissement du vent dans les feuilles. Elles constituent des sortes de nappes assez sonores, assez planantes et enveloppantes, de telle sorte qu'on se retrouve, en tout cas moi c'est comme ça que j'ai perçu la chose, de la même manière que les personnages de ces films, comme en quelque sorte un peu immergés dans un milieu naturel et où on serait abandonné aux éléments qui constituent cet environnement-là. Et c'est précisément donc, ce qui intéresse, comme le dit Apichatpong dans l'entretien qu'on vient d'écouter, ce qui l'intéresse dans cet état comme ça un peu flottant, un peu somnolent, c'est le fait que c'est un état qui permettrait d'éprouver des continuités entre nous humains
humain, et puis différentes formes de vie, comme vous le disiez, animales, végétales, mais aussi spectrales, au sens de fantômes et d'esprit. Alors, ce qui est vrai, c'est que c'est peut-être moins facile quand même d'éprouver ça, je trouve, que dans ces longs métrages, parce que les films qui composent cette exposition, donc ils fonctionnent ensemble, enfin ils peuvent fonctionner ensemble, mais ils peuvent aussi être plus ou moins autonomes. Après, ils ne constituent pas pour autant une véritable continuité spatio-temporelle, contrairement à ce qui se produit dans ces films, où en fait ils sculptent le temps vraiment d'un seul bloc. Ceci dit, je trouve qu'il y a quelque chose d'assez remarquable dans sa façon de traiter de ces relations entre humains et non humains, qui sont aujourd'hui très à la mode, mais bon, il faut rappeler que lui, ça fait 20 ans qu'il travaille sur ces questions-là, que ça vient aussi de sa culture thaïlandaise bouddhiste. Enfin, ce que je trouve intéressant dans sa façon de traiter ça, c'est que ça ne fait pas l'objet d'une fascination un peu facile, ni même d'une vision angéliste. Mais bon, voilà, on pourra peut-être y revenir. Ça fait toujours un tout petit peu peur, le mot immersif, et puis la question du son dans ce genre d'espace. On peut imaginer quelque chose de très brouillon, et puis ça peut être une facilité très séduisante aussi, ce que vous décriviez, c'est-à-dire être dans le noir, avoir des sensations, tout ça. Corinne Rondeau. Oui, mais alors pour le coup, l'exposition, elle a une entrée absolument remarquable, parce que vous rentrez dans un espace, comme vous l'avez dit, immersif, parce que vous êtes entouré de... Enfin, c'est la périphérie de la nuit. Donc, vous faire entrer dans un espace sombre, c'est aussi vous dire père tes repères. Et je dois dire que toute l'introduction en 2 salles de l'exposition est, de ce point de vue-là, assez remarquable, dans la mesure où vous êtes dans une salle avec une couleur assez saturée, rose et blanche, avec des spectres sur les côtés de loups, d'animaux comme ça, que parfois quand vous passez de la lumière du jour à cette salle, vous ne les voyez pas tout de suite, mais vous avez des petits indicateurs de vidéoprojecteurs que vous dites c'est très élégant, et puis d'un coup vous dites il y a un truc sur le mur, et en fait ça vient d'abord nettoyer votre regard, et ça vient vous faire passer de l'autre côté, parce qu'en plus il y a une séquence où on rentre dans une sorte d'igloo, et ensuite vous passez dans un boyau, dans une autre salle, et là vous rentrez dans une salle avec une musique très lente, avec des plans très lents, où un garçon va chanter, et il dit je m'appelle Sakda, qui est Rousseau en fait, puisque c'est une vidéo qu'il avait faite autour du thème de Rousseau. Vous ne savez pas où est le philosophe Rousseau, et finalement il parle de j'ai rencontré un petit ami, l'élève des EVA, mais tout ça est très lentement dit, et puis cut, vous avez un autre plan avec l'enregistrement de ceci qui va être redit. Donc vous avez des mises en abîme au début, avec une dilatation de l'espace et du temps, qui, même si vous ne voulez pas, vous met dans une situation de sensorialité beaucoup plus grande que lorsque vous allez vous passez dans des chambres, des espaces noirs, dans des expositions. Pas du tout. Là, vous rentrez dans un cerveau, dans un boyau, ce que vous voulez, mais vous rentrez dans une dimension organique. Et d'ailleurs, la 3e salle, qui est une salle avec... une projection, il y a beaucoup de diptyques, donc l'idée de la doublure ou de doubler ou de dédoubler est permanente, et qui est une manière de travailler à la fois sur le temps et sur l'espace, une manière aussi de dire, en fait, il y a une jonction qui ne se retrouvera jamais. C'est-à-dire que je suis entre la mémoire et le présent, je suis entre la mort et la vie, je suis entre la nature et l'urbanisme et le monde urbain. Et en fait, le raccord, c'est toujours quelqu'un pour le faire, parce que ça ne se rencontre pas. Donc vous passez ensuite sur des images beaucoup de soubresauts, avec des dimensions beaucoup plus discrètes, comme dans ces films d'ailleurs, sur les dimensions politiques de la Thaïlande. Des petites manifestations ici, on voit, puis des traits comme ça qui vont faire sauter l'image. On va être dans la campagne. On va dessiner sur une toile blanche la mire de la projection d'un film pour avoir une tâche finalement, et no fire. Puis en fait vous avez une autre salle où il y a Blue, qui est une pièce absolument délicieuse, à partir d'un écran transparent qu'on va retrouver dans d'autres pièces, mais en dehors de la vidéo. Quand on lit des choses sur l'exposition, on a en effet l'impression que cette dimension politique sur la Thaïlande, elle est importante. Et puis l'actualité thaïlandaise, on en parle un peu moins ces derniers mois, mais elle a été très, très brûlante, avec des grandes manifestations, notamment de jeunes réprimés par l'armée et par le pouvoir. Et on a du mal à comprendre de l'extérieur de cette exposition comment ça s'articule, ce bloc-là, disons, au reste. Ça peut aussi poser une question, c'est-à-dire quand vous dites...
on est amené à somnoler, à entrer dans un état de somnolence, ça m'invite pas enfin, ça me fait pas penser à une sorte de sursaut d'un seul coup de pensée politique. Sarah Hiller-Meyer. En fait, c'est vrai que comme dans ces longs métrages, il y a un certain nombre de références à des événements politiques et sociaux thaïlandais, notamment, ça donne très rarement lieu à des films à part entière, à part dans le premier film de l'exposition qui montre des jeunes hommes en train de dormir ou de somnoler dans une sorte de tente, et qui en fait, c'est filmé en caméra infrarouge, et en fait, il rejoue des villageois communistes qui ont dû se réfugier au début des années 60 dans la forêt pour fuir justement la répression dont ils étaient l'objet. Autrement, ces références, en fait, ce qui se passe, c'est qu'elles se mêlent à d'autres images, comme c'est le cas par exemple d'un film où on voit des communistes qui ont été exécutés dans les années 70, qui vont se mêler à des images de feux d'artifice ou de statues animalières. Il y a un autre film comme ça où on voit des manifestants contre le régime monarchique militaire qui est aujourd'hui celui de la Thaïlande, qui vont plutôt se mêler à des images à des visions un peu fugaces de promenade, d'un chien qui dort ou de repas entre amis. Et en fait, alors c'est vrai que cette façon de traiter toutes les images, on pourrait dire sur le même plan, peut surprendre, mais je crois que pour moi, je trouve ça assez intéressant parce que c'est une manière d'amener une forme de dissonance dans ce qu'on pourrait prendre pour une forme d'harmonie préétablie ou spontanée du vivant, un peu mièvre. Donc c'est là, en fait, ce qui fait son geste politique à Apichatpong Weerasethakul, c'est moins dans le fait, en fait, de mentionner des événements et des contextes sociopolitiques que de mettre au jour, en fait, des sortes de communautés invisibles qui relieraient humains, animaux, spectres et que sais-je. De mettre au jour ces communautés, mais de montrer qu'elles sont constamment, en fait, déchirées, comme trouées justement par ces événements et par ces contextes sociopolitiques. Et par ailleurs, l'aspect comme ça, communauté invisible, elle a jamais chez lui quelque chose d'une harmonie préétablie, puisque les relations qu'il met en scène sont pas forcément douces et tendres. Elles peuvent au contraire être parfois assez violentes ou angoissantes. À l'image, je trouve des chiens ou des loups de cette exposition qui sont donc filmés en caméra infrarouge, qui apparaissent de ci de là dans les salles d'exposition et qui peuvent être vus par certains comme une présence, je pense, menaçante. Corinne Rondeau. Je vais nommer à la Botticelli. Oh, merci. Ça me fait plaisir. Écoutez, oui, non. Alors, si on n'est pas attentif, on ne voit pas ce que Sarah vient de décrire. Hein. Quoi donc ? Ces éléments de manifestation, il y a une telle mise on les voit quand même. Moi, c'est très clair, les manifestants. Pour moi, c'est pas clair. Et je pense que quelqu'un qui connaît pas du tout le cinéma d'Apichatpong, il peut passer complètement à côté de l'intention politique. Mais je pense que parce que le politique est peut-être dans ce que vous dites de l'aspect troué de l'histoire, c'est-à-dire de quoi on parle de l'histoire. Et c'est à l'endroit d'une mythologie, voire d'une cosmologie, que Apichatpong retourne finalement l'histoire de son pays et le faire passer par justement les spectres. Enfin, son film où le cimetière était sur l'histoire des corps de la guerre et que ces corps étaient envahis, ils étaient hantés par quelque chose. Donc c'est vraiment une exposition hantée. Et je trouve que c'est très bien de finalement se dire où ça se passe le politique et pas dans la manifestation comme vous l'indiquiez, cette espèce de... On va nous parler de politique, c'est les vertus dont je parlais tout à l'heure en citant Freud. C'est cette dimension de... Il faut avoir le point levé. Je crois qu'Apichatpong n'a pas le tempérament du point levé, mais justement comment à l'intérieur de notre présent, quelque chose va s'infiltrer, va venir créer une sorte de fissure et qui va ne cesser que de croître. Il y a une très belle pièce où il écrit et c'est comme cette lumière, ce néon qu'on voit et ces insectes qui vont commencer à arriver pendant qu'il écrit. Il y a quelque chose qui grouille quelque part, il y a quelque chose qui vous dérange quelque part. Vous ne pouvez pas vous en débarrasser, c'est pas propre. Il y a toujours une petite chose. Alors c'est peut-être le côté mièvre de l'insecte, mais cet insecte, c'est le politique pour moi. Apichatpong Weerasethakul, Periphery of the Night, c'est à l'Institut d'art contemporain de Villeurbanne jusqu'au 28 novembre prochain. Et puis son dernier film n'est pas encore sorti, mais il sortira, il s'appelle Memoria, le 17 novembre Il est, je crois, prochain. ce soir à Pompidou. Il est peut-être ce soir à Pompidou, à Paris. Bon, en vrai, le 17 novembre je crois que je vais le rater, c'est pour ça.